Bien, nous appelons maintenant Marie Fiesler, qui va nous parler sur un thème dans les nageoires d'un coléange. Céléance. Ah oui, c'est du grec, là, c'est plus difficile à prononcer, quoi. Merci beaucoup, Marie. À toi. Eh bien, bonjour à tous. Je trouve qu'il fait un peu froid. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ferais bien un petit voyage. Ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux. On va aller toujours vers le sud. On va traverser la France, la Méditerranée, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Et on va rejoindre la mer. Là, au large des Comores, prenez une respiration, on plonge. Et on va aller rencontrer, attendez, je le cherche. Le voilà, le sélacanthe. Bon, il est tout petit, en vrai, il fait 2 mètres de long. Il va se nourrir de petits animaux qu'il va trouver dans le sable. Attendez, j'entends quelque chose, là. Oula, c'est un gros poisson. N'écoute pas. Excusez-moi pour ça. Faut que j'ouvre la parenthèse. En sciences de classification du vivant, eh bien, nous allons faire des grosses boîtes, si vous préférez. Mais attention, nous avons 3 règles à ne jamais transgresser. Premièrement, on ne peut jamais sortir d'une boîte, même avec une lettre de ses parents. Deuxièmement, on va se retrouver dans la même boîte parce que l'on partage des points communs. Troisièmement, ces points communs, ce n'est pas ce que l'on fait. Moi aussi, je nage très bien. Ce n'est pas où on habite. Les Comoriens seraient très contents, sinon, de se retrouver dans la même boîte que les Sélacantes. Non, c'est par rapport à ce que nous avons. Je referme la parenthèse. Et finalement, lorsque nous traitons notre sélacanthe de poisson, nous le traitons de toute une boîte, tous les animaux qui ont des vertèbres et un crâne, sauf nous, qui sommes munis de 4 pattes. Et là, notre sélacanthe est extrêmement vexé. Petite illustration. Voici un dodo. Imaginez un pigeon. Nous allons mettre le dodo et le pigeon dans la même boîte puisqu'ils ont des plumes et un bec. Dans une boîte un petit peu plus grande, nous allons rajouter la tortue. Bon, qui s'est déjà pris la petite chose blanche qui tombe des pigeons? La sidornithurique, la tortue fait la même chose. Nous allons nous-mêmes nous retrouver dans une encore plus grosse boîte aux côtés de la tortue et de nos 2 petits oiseaux. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de garder nos embryons, ce qui va devenir nos bébés, en dehors de l'eau. Ça, la grenouille, par exemple, en est absolument incapable. Mais avec tous ces animaux-là et la grenouille, nous allons faire partie d'une boîte encore plus grosse. Nous avons 4 pattes. Et voilà la clé du mystère. Dans les nageoires du sélacanthe, ce ne sont pas des pattes. Dans ces 2 nageoires-là, ce sont des os. Des humérus exactement comme nous. Dans ces 2 nageoires du bas, des fémurs exactement comme nous. Au bout de ces nageoires, des petits os qui s'articulent. Et voilà le secret. Dans les nageoires du sélacanthe se trouvent nos liens de parenté et un petit peu de classification. Je vous remercie. Marie, que je n'avais pas précisé, est doctorante au Muséum national d'histoire naturelle. Pourquoi avez-vous choisi le sélacanthe? Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est que c'est un animal sur lequel on peut entendre parfois des choses assez fausses. J'entends souvent que c'est un fossile vivant ou un chaînon manquant. Et puis, il y a aussi un côté affectif qui est non négligeable pour cette grosse bête. Est-ce que dans le cours de l'histoire, il a changé de boîte par différents scientifiques? Oh oui, c'est un de ceux qui ont le plus souvent changé de boîte. Avant, il y a encore 50 ans, ça ne nous posait pas de problème de ne prendre que la partie d'une boîte, et puis de pouvoir sortir d'une boîte. Alors là, le pauvre, il s'est souvent retrouvé là-dedans. On a aussi essayé d'en faire un groupe séparé avec un autre animal encore plus proche de nous qu'on appelle le dipneuste. Le dipneuste, lui, il est super fort parce qu'il a en même temps des poumons qui fonctionnent et des branchies qui fonctionnent. Il a un cœur exactement comme le nôtre, des poumons qui ressemblent aux nôtres, et à un moment, on regroupait le sélacanthe et le dipneuste dans la même boîte. À quel point on va utiliser les nouveaux critères pour désigner les boîtes, par exemple tous les critères de la génétique et le séquençage du génome? Alors actuellement, ce qu'on appelle la biologie moléculaire, donc qui va se servir finalement de séquences d'ADN pour retrouver les liens entre espèces, la biologie moléculaire est en plein essor. Au niveau technique, on atteint des capacités qui sont vraiment hors normes. Ça nous pose la question finalement
de retourner, excusez-moi, à ce qu'on appelle les caractères. Les caractères, c'est regarder ce qu'a notre animal, de quoi il est fait, comment il est fait à l'intérieur. Et finalement, il y a une vraie complémentarité entre les deux, à la fois parce que le génome va nous permettre d'accéder à des informations qui ne sont pas évidentes avec les caractères. Par exemple, 2 espèces très très proches. Un jour, j'avais travaillé sur la sole et la limande. Leur lien de parenté, voilà, là, effectivement, la génétique nous aide énormément. Ou alors les relations très très anciennes, par exemple entre les animaux et les champignons. La génétique va vraiment beaucoup nous aider. Merci beaucoup pour votre énergie. Merci.